Et les monarques. Bamunka, ou alors Bameka, à l'honneur dans cet autre numéro de Cameroun Vision à lui consacré, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la référentielle du tourisme et du voyage. Bienvenue sur le Cameroun à domicile. Ravi de vous savoir toujours aussi nombreux. C'est au motif d'un festival que nous ferons ce jour le déplacement de Bameka à l'ouest du Cameroun. Bameka, petite bourgade avec à peine une trentaine de milliers d'habitants, qui nous livre aujourd'hui son histoire ainsi que celle des hommes qui l'ont constituée jusqu'à ce jour. 52 minutes de périple sur Cameroun Vision pour en savoir suffisamment sur les us et coutumes de ce village avec un magnifique portrait de son monarque actuel, créateur et concepteur de ce qui fait aujourd'hui la fierté de toute la communauté, le fleuron de Bameka pratiquement. Il s'agit de son festival, le Kandemunka. L'histoire de Bameka, l'histoire de sa lignée royale, l'histoire de son festival, le Kandemunka, 1 heure durant sur Cameroun Vision, c'est à partir de maintenant. Bameka est un village, l'arrondissement de Bamenju, du département des Hauts-Plateaux. Bameka, limité au nord par le village Bamongoum, au nord-ouest par Bansoa et au sud-ouest par le village Bamenju. Bamunka, comme on l'appelle originellement, est en effet un village de l'ouest Cameroun situé dans le département des Hauts-Plateaux, arrondissement de Bamenju. Il fait 31 km² de superficie pour près d'une trentaine de mille d'habitants. Une population majoritairement paysanne vivant de l'agriculture avec pour principale culture la banane planta, les ignames, le maïs, les tomates et les pommes de terre pour ne citer que celles-là. Avec à côté des activités d'élevage traditionnelles et modernes de poulets, de chèvres, de porcs et bien d'autres. Tous ces produits se retrouvent sur la place du marché, qui a lieu 1 fois par semaine. Comme dans tous les villages de la région de l'Ouest Cameroun, la chaufferie à Bameka occupe une place de choix dans la vie de tous car c'est autour d'elle que se gère la vie de la communauté. Une communauté qui partage des liens extrêmement étroits avec Bamenju, Bansoa et Bamongoum voisins. Et il suffit de questionner l'histoire de la genèse du village ainsi que celle de sa dynastie royale pour mieux le comprendre. L'histoire de Bameka ne saurait se concevoir sans l'histoire du groupe Ngomba. Le groupe Ngomba étant cet ensemble constitué de 4 villages qui parlent la même langue et qui a la même origine. Bien. Le groupe Ngomba, l'histoire du groupe Ngomba se situerait dans le nord-ouest, dans la plaine de Ndok. Il serait donc parti, n'est-ce pas, pendant la phase de l'immigration, serait parti la plaine de Ndok pour chercher une terre fertile et particulièrement la forêt pour la chasse. Je veux dire en bamléké chasseur. Je veux dire parce qu'on n'a pas pu savoir exactement comment celui-là qui était venu de Fogo-Tongo, comment il s'appelait. Donc après, Ndjombe a eu 4 fils et qui se sont déplacés pour créer les villages, comme dit tantôt, Bamenju, Bamongoum, Bameka, Bansoa. 4 fils. Les 4 frères, partis à la chasse, se seraient arrêtés à Bansoa, où ils auraient vécu ensemble pendant de longues années. Mais le gibier devenant rare, la terre devenant rare, les petits conflits ont commencé à naître. Et ils se sont donc décidés, l'un après l'autre, de se quitter. Le premier qui était l'aîné, qui s'appelait Feuka, va quitter donc et venir traverser juste le cours d'eau qui est à côté de Ngong, à Bansoa, traverser juste le cours d'eau pour venir s'installer à Bameka où il va créer sa chaufferie. Son frère cadet va prendre la direction de Bamenju et va créer, non loin de Ngong encore, la chaufferie Bamenju. Le troisième va partir, n'est-ce pas, créer la chaufferie Bamongoum. Et le quatrième va rester à Bansoa pour créer la chaufferie Bansoa. Voilà comment les 4 chaufferies sont venues à l'existence. Donc la chaufferie va grandir et les ambitions vont naître. Avec les voisins, on aura donc des guerres contre
les voisins, Banjoun, Bamougoum, Bansoi, Bamenjou. C'est au cours de ces guerres que Bameka va être pratiquement anéanti. Et on raconte l'histoire de 77 Bameka qui étaient restés et qui avaient juré de ne pas voir le village se perdre. Et ils ont donc multiplié des ruses, des astuces. Il y a eu le concours du chef Bamenjou, il y a le concours du chef Baloum, et il y a eu même la ruse, la fameuse ruse, qui avait consisté à diviser, n'est-ce pas, l'armée de 77 en, sur 4 fronts, et la ruse a permis à l'ennemi de s'enfuir. Il ne nous a pas été facile de savoir exactement ce qui s'est passé avant le 10e chef de Bameka qu'on appelait Takunkam Pamokon. Pamokon, pourquoi Pamokon? Je vais dire en langue, celui-là même qui dévie des flèches. Puisque tout est parti d'une histoire où les villages voisins s'étaient arrangés à raser Bameka de la carte et puis se partager le butin. Bon, la guerre avait commencé et puis tous les Bameka avaient été assassinés. Il manquait 77 personnes, d'après ce que nous rapporte la légende. Les 77 donc, à partir d'un soutien venu de Bamendou dans le département de la Ménois. Bon, ils ont pu avoir des potions mystiques qui leur conféraient l'invisibilité. C'est à partir de là que les 70 ont pu récupérer tous les territoires qui avaient été conquis. Donc Bameka allait jusqu'au niveau du niveau Banjoun, là on appelle Kamdong. Donc Kamdong là est mort, Munka. Fefenga est celui-là même qui incarne même le patriotisme à Bameka. Quand vous entendez parler Munka Fenga, c'est pas Fenga le premier chef, mais c'est parce qu'il a ce qu'il a fait, il a marqué vraiment tous les autres. Quand Fefenga meurt, son fils Mbetena lui succède. Même Mbetena a déjà le titre de Mbetena. Mbetena veut dire grand notable. On lui prend le pouvoir et il se dit je ne peux pas régner sous le titre de Fembe. Ça n'existe pas. Alors il dit donc je vais choisir parmi mes ancêtres celui qui a été le plus vaillant. Et il choisit donc de régner sous le nom de Takunkam II. C'est-à-dire, en d'autres termes, il aurait pu même se dire Takunkam Pamokon II. Mais il prend le nom de Takunkam II pour valoriser, n'est-ce pas, la bravoure, pour valoriser les mérites de ce chef que Bameka n'oubliera jamais. Quand Buko prend les rênes du pouvoir, il y a eu comme, c'est-à-dire, c'est ces nationalistes qui l'imposent au trône. Étant au trône maintenant, ça devient difficile. Va-t-il servir ceux-là même qui l'ont mis sur le trône, ou bien va-t-il servir l'administration en tant que conseiller d'administration? Voilà la véritable difficulté. Bon, c'est toujours dans ce sens que 4 ans après, il meurt assassiné à la chefferie. Il a reçu une balle dans la cuisse. Et puis jusqu'aujourd'hui, vraiment, on n'a pu jamais élucider les circonstances de ce meurtre. C'est pendant le règne du chef Tambo que Bameka, sur le plan moderne, s'est un peu développé. À sa mort, son frère, le fils de Mbuko, Bokam, va prendre le trône. Il va régner 4 ans. Et Fenchinda, qui est le frère de Tambo et de Fembuko, va lui aussi prendre le trône et va régner pendant 4 ans. Et c'est après, n'est-ce pas, la disparition du regretté Fenchinda que le nouveau Takunkam, Jean Raymond, va prendre le trône. Et c'est le règne, c'est le chef actuel de Bameka. Le chef actuel, Takunkam Jean Raymond, il faisait 2e année physique à l'université. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Lui étant le successeur désigné par son père avant de mourir, le successeur testamentaire. Il avait été déjà saisi par le chef de Bamenjou, qui est chargé de désigner, d'introduire le chef de Bameka. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui estiment que Bamenjou a annexé Bameka et puis tout un tas de choses. Non, ça, il n'en est rien. À Bameka, il y a entre tous les villages de l'Ouest ce qu'on appelle le Kier, donc un certain pacte. Le fort de Bamenjou est à Bameka, de par les liens qui les lient.
c'est pour ces raisons que vous ne trouverez pas une limite frontalière entre Bamenjou et Bameka, ni avec Bansou, ni avec Balou. Donc, dès le décès du fort de Bamenjou, le fort de Balou et de Bamenjou prend possession du palais jusqu'à l'intronisation du nouveau chef. Tel est le cas actuel de Bameka. Dès la mort du chef Bameka, le fort de Bamenjou et de Balou prennent position de du palais jusqu'à l'intronisation du nouveau chef. Ce lien, ça s'applique dans tous les chefferies de l'Ouest. Il y a des alliances et c'est ça qui les lie. Le chef Sokoudjou, qui était chargé d'introniser le chef, a effectivement pris à l'époque le prince Kabou Jean Raymond. Il était déjà avec lui à la chefferie de Bameka en attendant que le deuil soit ouvert afin qu'il ne passe à l'acte que lui a laissé son homologue avant de mourir. Mais tous les Bameka sont dressés comme un seul homme contre cette décision-là pour jeter leur dévolu plutôt sur le chef Kokam Biko Frédéric, paix à son âme. Kokam Biko Frédéric, lui aussi, tout comme son père, n'a fait que 4 ans. On est revenu à la case départ. À ce moment-là, bon, même le plus naïf devait au moins dire que bon, comme celui-ci est mort, reprenons alors celui qui était destiné pour la succession. Ça n'a pas été le cas. Il y a quelques notables qui, notamment, se sont arrangés à prendre l'oncle de Charlemont pour introniser. Bon, nous ne revenons pas sur, on n'est pas là pour les querelles de clocher. Lui aussi, il s'est installé au trône. Malheureusement, il n'a fait 4 ans. La grande surprise ici reste donc le décès de plusieurs chefs après 4 années de règne seulement. Et c'est à se demander si ceci n'était pas dû au non-respect du pacte signé 50 ans auparavant, à savoir celui de la lecture testamentaire, de l'arrestation et de l'intronisation des chefs Bameka par le chef Bamenjou. Le village a traversé une période de turbulence avec tout un mélange, que ce soit de la politique, que ce soit l'intervention de certaines personnes non habilitées dans les problèmes traditionnels. Or, avec tout cela, nous n'avions pas pu respecter, comme il se devait, la mémoire des défunts. Et c'est pour cette raison qu'il nous a fallu retourner à l'authenticité. Donc, laissez-moi vous dire que depuis les événements de l'indépendance, c'est-à-dire depuis les années 59 où le défunt fort de Bameka, en la personne de chef d'Abouka, depuis sa mort, il y a une certaine vide jusqu'à l'heure où nous parlons, où nous voulons remettre la pendule à l'heure. Donc, je pense qu'on a compris et nous allons nous retrouver. Les pendules sont en effet désormais remises à l'heure depuis la accession au trône de Sa Majesté Jean Remonta Koukam, qui en est à sa 10e année de règne, preuve de sa légitimité. Notre équipe est allée à sa rencontre. C'est à partir de sa plantation qu'il sera averti de notre présence, ce qui n'est du tout pas un problème pour lui. Il nous recevra en toute modestie, sans se faire l'obligation de ses attributs vestimentaires. Toujours du côté de Bameka et précisément au cœur de sa chefferie dans cette édition de Cameroun Vision, ce sympathique village établi dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous sommes donc à sa découverte pour aujourd'hui, mais aussi à la découverte de son monarque local. Nous avons fait un crime de lèse-majesté tout à l'heure en allant le solliciter, on va dire, dans ses plantations pour voir un petit peu et en savoir suffisamment sur le quotidien de Sa Majesté le monarque de Bameka. Alors, une fois encore, merci Sa Majesté de nous accorder ces précieux moments d'échange qui permettront aux téléspectateurs de Cameroun Vision de mieux connaître, on va dire mieux que l'autorité, mais aussi la personne. Alors, Majesté, nous sommes arrivés, vous étiez en plein travaux dans la plantation, on va y repartir tout à l'heure. Des activités comme celle-ci, ça vous arrive combien de fois par semaine ou par mois? Ah ben, je peux dire c'est mon quotidien, hein. Depuis que je suis, les Bameka ont mis le dévolu sur moi. Je me suis totalement transformé en tant qu'électronicien. Je me suis totalement transformé en agriculteur. Donc, c'est ça, mon quotidien. Voilà. C'est mon bureau. Ah, voilà. Alors, Majesté, et justement, quelles sont les variétés
qui constitue votre activité agricole, je suis tenté de dire. Ah non, plusieurs variétés, mais surtout banane plantain, comme vous avez vu, de la tomate, du haricot, et que vous aurez l'occasion de voir. Nous sommes actuellement dans un champ de moins 15 000 pieds de tomates que nous sommes en train de mettre sur pied. Et lorsqu'on voit la quantité de plantations et les superficies, on comprend très vite que ce n'est pas juste pour une consommation locale. En dehors de Bamé, comment est-ce que ces récoltes sont gérées à la fin, Majesté? Ah bon, comme je vous ai dit, c'est mon bureau, c'est mon quotidien. Donc c'est ça qui me permet de subvenir aux besoins de la famille. C'est commercial pour la consommation et aussi surtout commercial. Voilà. Parce que le champ de haricots que vous allez voir, le champ de tomates que vous allez voir, ne peut pas être consommé au palais. Lorsqu'on récolte des tonnes de tomates, des tonnes de haricots, des tonnes de maïs, vous allez voir des magasins de stockage de maïs. Alors, quelles sont les activités qui sont menées par Sa Majesté pour encourager la pratique de l'agriculture dans la communauté en général? D'abord, moi-même, être dans les champs. Pour servir d'exemple. Voilà, être dans les champs. Et puis aussi convier les jeunes qui ne font rien à venir ensemble, que nous travaillons dans les champs, comme vous allez observer tout à l'heure. Donc à chaque fois, lorsque j'ai l'occasion, je ne manque pas d'inviter les jeunes à venir et qu'ensemble, nous partageons l'activité, soit de la journée, soit de la semaine, et pourquoi pas du mois. Ou alors pourquoi pas pour une saison de tomates ou pour une saison de maïs. Voilà. Vous l'avez donc compris, nous allons prendre de suite la direction des bureaux de Sa Majesté, voilà, le roi de Bameka. Ça ne sera pas pour parler que de l'agriculture, on aura donc l'opportunité d'explorer un petit peu l'histoire de cette communauté aux côtés de la personne la plus indiquée, mais aussi en savoir suffisamment sur sa personne. Nous voilà donc en route pour la plantation de Sa Majesté. Occasion sur le parcours de découvrir quelques paysages du village. Comme vous voyez, ça il y a du haricot. Bon, pour l'instant, c'est ici qu'on exploite. Parce que lorsqu'on exploite le champ, il faut par moment laisser en jachère. Il y a une autre partie du champ loin de l'autre côté. Et ici, on a exploité pour le haricot, comme vous avez vu. Il y a du haricot. Et puis un peu de maïs pour la saison sèche. Donc, en fait, les cultures sont choisies au gré de la saison. Voilà, au gré de la saison. Parce que là où il y a du haricot, là, il y avait de la tomate. Donc on a récolté la tomate sur tout ça. Et à la fin de la tomate, on a introduit le haricot pour varier les cultures. Voilà. Quantitativement, la récolte, ça donne quoi de fois? Le haricot, par exemple, on peut sur une saison avoir quelle quantité en termes de récolte? Bon, le haricot, lorsque je cultive le haricot, en une saison, tu peux avoir 15 à 20 sacs. 15 à 20 sacs de haricots. La tomate sur le même espace, que vous observez là, la tomate, on peut avoir 1300 à 1500 cajots. Cajots de tomates. Oui, des cajots de tomates que nous avons sortis sur cette zone. Voilà. Cette zone donne ici. Et là où vous voyez du maïs. Vous voyez la tomate. Partout là-bas, on a séparé, on a le maïs là et puis le haricot de ce côté. Pour le maïs. Pour le maïs, oui. Non, ça dépend. Ça dépend, il faudra mettre ce maïs-là à temps. Il faut mettre ce maïs-là à temps. Avant que les pluies ne finissent, rapidement que le maïs ait pris ses formes et voilà, le développement est facile. Alors, Majesté, donc on peut cultiver le maïs 2 fois en une saison, particulièrement dans cette zone. Parce que le relief le permet un petit peu. C'est une plaine comme on n'en a pas souvent. On peut récolter, moi je peux récolter le maïs, je peux cultiver le maïs
2 fois. La langue que vous avez pour l'agriculture, est-ce que vous l'avez copiée chez votre papa ou quelles sont les activités justement que vos parents et arrière-parents dans vos souvenirs avaient avec ces mêmes chants? Est-ce que c'était un petit peu les mêmes initiatives qu'ils prenaient? Ils mettaient aussi bien la main à la pâte et vous avez reçu ça d'eux? Ou alors c'est vraiment votre envie de participer, on va dire, de vos propres mains au développement de l'agriculture du village? Bon, il est vrai, c'est d'abord mon envie. Parce que lorsque j'étais petit, tout petit, je voyais mon père cultiver le haricot vert ici. Donc tout cet espace c'était du haricot vert. Ça c'est des choses des années 75, 74. J'étais encore, j'avais peut-être 5 ans. 3 ans, 5 ans. Voilà, mon père cultivait le haricot vert sur cet espace. Et ailleurs c'était du café. Bon, et je suis parti très petit du village. Et j'ai continué en ville, à Yaoundé particulièrement. Et ces souvenirs vous sont restés? Voilà, ces souvenirs. Et toujours, chaque vacances, j'étais au village. Bon, moi j'ai été élevé par les Bandjounais. Moi j'ai grandi à Bandjoun. Je suis parti de Bameka tout petit, à l'âge de, je crois, de 5 ans. Et j'ai grandi tout mon cursus à Bandjoun. Donc toutes les vacances, je me trouvais au village à Bandjoun. Et toutes ces activités, les récoltes, et ainsi de suite. J'étais là, mon papa qui m'a donné tout ce que je pouvais avoir sur le plan intellectuel. Il nous inculquait aussi ce travail manuel sur le plan agricole. Donc voilà un peu là où est née cette passion-là. Et puis moi j'étais toujours passionné de l'agriculture. La reconversion n'a pas été difficile pour moi. Voilà. Moi j'ai une formation en électronique. Voilà. Des études supérieures dans ce domaine, effectivement, c'est ce que nous avons appris. Alors, Majesté, c'est vrai que ça, ce sont vos bureaux, comme vous l'avez dit, et le clair de vos journées, vous les passez ici. Alors, l'autre partie de la journée ou alors de la semaine, comment est-ce que Sa Majesté gère son quotidien en dehors des travaux agricoles? Est-ce qu'il y a un calendrier précis pour échanger avec vos notables ou peut-être une certaine frange de la population? Au-delà de l'agriculture, qu'est-ce qui meuble l'autre partie du temps de Sa Majesté? Là, absolument. L'emploi du temps est réglé. Et vous savez, dans le calendrier traditionnel, nous avons 8 jours de la semaine. Et parmi ces 8 jours, à Bameka particulièrement, il y a 2 jours interdits. Et ces 2 jours interdits, le chef peut s'occuper de voir les dossiers qui concerne le village, c'est de s'interroger sur tel ou tel problème qui est soulevé à tel coin du village. Voilà. Mais en dehors de ces 2 jours interdits, le chef a des visites soit sur rendez-vous, comme vous êtes là. Voilà, si vous n'avez pas, si on n'a pas pris, si on ne prenait pas rendez-vous, ça aurait été compliqué. Voilà, ça aurait été compliqué. Parce que même quand je suis dans mes travaux, en fait, par moment, j'arrête tout à fait pour être consacré. Voilà, j'arrête le téléphone et autres pour pouvoir me concentrer à mon travail. Donc, rien n'est négligé, rien n'est négligé. Donc, à chaque fois que la population a besoin de moi, ou Bameka a besoin de moi pour un problème quelconque, je me donne le temps d'apporter solution ou de donner mon avis sur le problème qui est posé. Voilà, que ce soit au niveau du village ou que ce soit au niveau des Bameka de la diaspora. Alors, on sait aussi que l'ouest du Cameroun est la partie du pays qui arrive à pérenniser certains us et coutumes, Sa Majesté. Et on sait que cela passe par des initiatives telles qu'une que je connais bien, particulièrement dans ce village, ce qui n'est déjà pas l'apanage de ce village parce que ça se fait un peu partout, le Nekan, qui est ce rituel d'initiation des jeunes aux us et coutumes et aux traditions du village. Et Bameka, comme quelques autres villages, sont passés au-delà et s'appuyer sur ce rituel-là pour faire un festival. On en vient donc au Kandemika.
Qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à ériger ce festival culturel et touristique des peuples Bameka? Et comment est-ce que vous trouvez l'état actuel de l'initiation des jeunes aux traditions du village vis-à-vis de la modernisation qui de plus en plus extravertit un peu cette jeunesse? Bon, il faut signaler qu'à mon accession au trône, l'initiation des jeunes se faisait, mais était en train de perdre ses valeurs. Et moi j'ai fait un constat, les Bameka qui vivent en ville, même ceux qui sont au village, se retrouvaient beaucoup plus dans les lieux des obsèques, des funérailles. Voilà ce qui regroupait plus les peuples du village, les seules occasions où ils se retrouvent. C'est des obsèques, c'est des... J'ai dit, ben, en fait, ça, c'est comme si notre vie ne tournait qu'autour de ces événements. Alors que ce n'est pas le cas. Il y avait cette période, ces années d'initiation des jeunes. Alors voilà là où naît l'idée. Est-ce que les gens doivent être regroupés uniquement lorsqu'il y a malheur? Non, c'était pas ça. C'est pas ce que nos parents nous ont légué. C'est juste qu'il y a quelque chose que nous sommes en train d'abandonner. Donc ces périodes d'initiation étaient en train d'être délaissées, en train d'être abandonnées par ceux-là même qui doivent arrêter cela, qui doivent initier ces jeunes-là, donc les notables concernés. Alors il était question maintenant de voir dans quelle mesure remettre cela sur pied, faire vivre cet événement qui, moi, jeune, j'ai vécu cet événement dans Bameka. Moi j'ai été initié, nous avons fait tout ce que vous voyez quand nous faisons à la place de fête lors du Nika avec les enfants. Moi je suis passé par là. Alors je revivais ça dans ma tête et puis j'ai dit, mes petits frères qui viennent derrière aujourd'hui là ne vont pas vivre ça, non. Et moi j'étais le seul, celui-là qui pouvait faire renaître cela. Et voilà où est parti le Kandé. Bon, le nom Kandé, il fallait chercher un thème un mot qui puisse permettre de rallier tous les Bameka. Et puis j'ai lancé l'appel et le nom Kandé a été arrêté. Voilà, et Kandé ça signifie quoi? Ka, ça veut dire les gens d'une même contrée ou d'une même Kandé, ça veut dire maison, case. Voilà, Kandé. Les gens d'une même sont dans leur case, sont dans une case. Voilà, Kandé. Et voilà là où nous avons baptisé Kandé Minka. Il y a des initiations, comme vous l'avez dit. Il y a les activités agricoles, comme vous voyez, parce que moi, je suis l'un de ceux-là qui participent aux activités agricoles, au concours de l'activité agricole. Il y a les activités artisanales, voilà. Il y a les activités culturelles qui englobent l'initiation et bien d'autres activités que regorge le groupement Bameka sur le plan culturel. Les danses folkloriques, les danses initiatiques, les sociétés secrètes et le commerce, les produits agricoles, l'exposition, voilà ce qui agrémente les concerts, les musiques modernes. Le festival Kandé Minka consacre donc l'initiation de la jeunesse locale aux valeurs ancestrales du village, mais aussi de purs moments de communion entre le roi et son peuple. Ça, c'est le pouvoir dont j'étais en train d'exercer. Donner la bénédiction à mon peuple, donner la conduite à mon peuple. Voilà un peu, en grosso modo, tout ce que vous avez vu.
sommes encore en plein milieu de l'événement. Et vous voyez, tout se déroule bien. Et puis aussi le climat nous permet de montrer tout ce que nous avons à montrer à nos hôtes et à tout le monde. Que les Bameka se réunissent autour de cet événement pour faire développer Bameka, pour faire avancer le village. Ok, à tout à l'heure, on va rester. Le guide spirituel dont je suis, les Bameka attendent de moi de consulter, d'aller vers nos ancêtres, prendre la bénédiction. Le Dieu de nos ancêtres, prendre la bénédiction et leur apporter cette bénédiction-là, et leur apporter cette paix-là. Tout ça tourne autour de cette bénédiction dont le peuple attend de moi. Si nous passons une semaine à faire cet événement, je dis pendant toute cette semaine, le chef consulte les ancêtres, fait toutes les pratiques nécessaires pour acquérir ces pouvoirs et donner cette bénédiction à la population. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez le partage du jujube qui n'est que cet esprit de bénédiction dont je représente, dont je dois apporter à ma population. Cette communion que mon peuple a besoin pour qu'ensemble nous restons unis et que nous restons dans la paix pour faire avancer notre village et toute la population qui y réside et qui vivent à l'extérieur. Que chacun se sente vraiment fier d'être Bameka et d'avoir la force puisée dans ses racines pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Alors, ceci se faisant, il y a une partie du festival qui m'a suscité un certain nombre d'interrogations parce que c'était un petit peu unique dans le cas de Bameka. Moi qui ai un petit peu l'habitude de participer aux mêmes événements dans d'autres villages de l'ouest du Cameroun. Il y a eu un moment de la cérémonie, je crois que c'était à la veille de l'apothéose, où presque une frange des personnes du village venait chacun à la chefferie avec un fagot de bois. Qu'est-ce que ceci représentait concrètement? Est-ce que ça revêtait une signification particulière? Bon, là c'était, on avait rapproché le Kanda. Non, on avait rapproché l'événement dont vous avez vu au Kanda. C'était le clan d'âge. C'est un clan d'âge qui normalement devrait avoir leur cérémonie à part, qui n'a rien à voir avec notre festival. Mais pour agrémenter le festival, nous avons directement associé. C'était la sortie du clan d'âge. La danse des retraités. Voilà, et si vous voyez comment cela se passe séquentiellement, vous saurez que le fagot de bois fait partie d'une des séquences de leur sortie. On a cette scène-là où chacun doit porter un fagot de bois, partir de chez lui jusqu'à la chefferie, là, pour montrer que non, j'ai fait ce que je devais faire et je dois prendre. On passe d'abord par un certain rite. Dans des villages, quoi. Il faut avoir l'âge d'y aller. Parce que tu commences d'abord par Poncré. Quand tu quittes le Poncré maintenant, tu viens à la chefferie. Le jour où on va vous initier pour le problème de la danse. Chacun apporte un fagot de bois. Il contribue aussi à la réussite de la fête. Avant ça, on a œuvré d'abord pour Bameka. Nous avons construit tout ce que vous voyez là. C'est-à-dire que les entrées de la chefferie, ça c'est un autre temps. C'est-à-dire chaque clan part à la chefferie, il essaie de faire quelque chose de souvenir. Parce que normalement, c'est après chaque 9 ans qu'on réorganise la danse Ndek. Le Ndek, danse des retraités qui s'exécute une seule fois dans la vie, sera le grand plat de résistance de cette apothéose. Intense moment de convivialité.
Chaque danseur arbore un sac contenant cola et surtout arachide, destiné à la distribution. Bon, ça symbolise l'esprit du partage et l'esprit de joie. Mais pour moi, je ne pourrais pas entrer en profondeur parce que je ne me prépare encore pour hier. Ceux qui sont déjà passés par là, vous pouvez les rencontrer et ils vont vous dire pourquoi c'est là. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le savent pas, la danse des clans d'âge à l'ouest du Cameroun, généralement, Sa Majesté aura beau être Sa Majesté, qu'il doit attendre d'atteindre cette majorité en termes d'âge pour pouvoir avoir accès à cette danse. Et donc forcément, il y a pas mal comme tous les autres. Faire comme remplir toutes les conditions. Toutes les conditions. Porter le fagot de bois, descendre à la chefferie en tant que comme citoyen du village. Voilà, faites tout ce que chacun a fait. Parce que je suis sorti à la fin de faire danser avant mon père. Comme tout le monde. Voilà, avant de rentrer maintenant. Ça, c'est la danse du clan d'âge. C'est la danse du clan d'âge. Et le partage des arachides se fait uniquement à la danse du clan d'âge sur la place du marché de la chefferie. C'est dans nos coutumes. Depuis nos grands frères et nos parents, on a toujours vu comme ça. Les arachides, on partage, c'est symbolique. Pour partager avec les frères. Et comme c'est le clan d'âge, ça veut dire que ça se danse une seule fois dans sa vie pour aller à la retraite traditionnellement? Oui, c'est une fois, c'est la retraite. C'est la retraite, c'est la retraite. Sa Majesté Jean-Raymond Takoukam compte au nombre des rois du Cameroun, qui savent aller voir ce qui se fait ailleurs, précisément dans d'autres aires culturelles du Cameroun et bien souvent en dehors. Question d'améliorer ses propres initiatives locales. On s'améliore que lorsqu'on a vu ce que l'autre a fait. Donc pour moi, je vais d'abord remercier la population Bameka, les notables, les élites, qui à chaque fois ont apporté leur appui pour que je puisse aller voir ce que les autres font et rentrer, permettre à ce que nous faisons en Bameka puisse être internationalement vu et apprécié. Donc, lorsqu'on va voir ailleurs, on peut juger ce que soi-même on fait. Voilà le but du voyage. Aller voir ailleurs, voir comment les autres font et se rassurer que ce que nous faisons est utile à la population. Parce que lorsque je suis arrivé au Bénin, j'ai vu l'attachement de la population à sa culture, à leur façon de faire. Moi, j'ai compris que il est fort nécessaire que nous ne puissions pas abandonner nos traditions et nos cultures. C'est une grande importance. Voilà le but du voyage. Aller voir ailleurs et pourquoi pas implémenter chez nous, tirer les leçons. Tirer les leçons et sans toutefois changer. Et en gardant notre identité. Le Festival du peuple Bameka est le résultat d'une dynamique collective impliquant toutes les forces vives du village, y compris celle de la diaspora. La diaspora Bameka a joué un rôle très déterminant dans l'organisation du Canada 2015. Moi, personnellement, je représente la diaspora de Libreville au Gabon. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que le festival puisse avoir un éclat particulier. Au regard des éditions précédentes, je dirais que le festival a pris un autre tournant déterminant. Ça a vraiment atteint presque l'apothéose cette année. On voit que l'organisation a été un peu assez méticuleuse et nous avons vu la participation de plusieurs chefs traditionnels voisins et nos autorités
traditionnels aussi, tous sont impliqués à cet événement. Et l'organisation a eu moins de perturbations que les années antérieures. Nous pensons que pour la prochaine, ce serait le cap. Partout ailleurs, la culture, c'est tout ce qui nous reste. Cette tradition chez nous, c'est quelque chose de formidable. Au Tchad, comme ce que nous avons vu ailleurs, ils ont leur culture et quand nous participons, ça nous fait toujours un plaisir, beaucoup plus parce que peut-être comme spectateurs nous assistons, mais c'est toujours très intéressant. Mais alors, venant chez nous, connaissant la culture des peuples Grassfield, des peuples bamileke, je vous assure que c'est quelque chose de formidable. Nous pensons même que sans cette culture, nous n'existerons pas. Moi qui suis là depuis le début de ce festival, nous sommes allés en excursion sur des lieux sacrés, sur des lieux mythiques de ce village. Je vous assure qu'il faut y aller pour savoir que cette culture, nous en avons besoin. Cette communion avec nos ancêtres, c'est une sorte de bénédiction. Un peu comme, excusez-moi, l'Église catholique, ce baptême que nous avons. Donc quand nous revenons chez nous, c'est cette sorte de renaissance, cette communion avec les ancêtres. Et quand on repart, je vous assure, on pense que, et on ressent qu'on a eu quelque chose de spécial. Sans faire dans la langue de bois, j'attendais un peu plus, honnêtement. Même comme s'il fallait noter, la note devrait être toujours un peu supérieure à l'édition 2013. Mais je ne vais pas finir sans marquer ma petite déception, mais alors à l'endroit de certains, je vais dire de certains élites Bameka qui ne prennent pas part active à ces moments intenses. Alors c'est assez regrettable, nous ne faisons pas ça pour notre jeune roi Jean-Raymond qui est là, mais c'est pour notre village. Quand nous construisons Bameka, c'est le Cameroun que nous construisons. Alors j'ai été un peu désagréablement surpris par l'absence des ténors que je connais dans ce village. Et je profite pour leur dire, s'il vous plaît, ralliez-vous, soutenez le mouvement pour que les prochaines éditions rehaussent notre village. Nous voyons le Ngon ailleurs, nous voyons le Ngondo, nous voyons le Nyanyang. Pourquoi pas Bameka? Nous pouvons le faire avec ce que j'ai vu aujourd'hui, s'il vous plaît. Il faut revenir pour que ce soit quelque chose de sérieux. D'ailleurs, c'est seulement la 3e édition et je pense que si les élites s'y mettent, nous allons faire des merveilles. Des merveilles donc pour la 4e édition prévue pour 2019, année de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et donc, du fait de sa proximité avec Bafoussam, une coloration particulière peut-être pour le CAN de Munka. Bon, une coloration particulière, peut-être c'est trop dit. Nous n'allons que présenter ce que notre culture regorge. Seulement, il faut peut-être améliorer dans l'organisation, perfectionner dans l'organisation et permettre aux visiteurs qui seront au Cameroun dans cette période-là de vivre l'événement en temps réel et avec toutes les spécificités que notre culture présente. Donc il n'est pas question de faire d'extrapoler, mais de faire exactement ce que notre culture et notre tradition nous demandent de faire. C'est ça. Majesté, on dit d'ailleurs de vous que vous êtes, on va dire, l'une des autorités traditionnelles les plus sportives, on va dire, de cette région qui peut être pauvre en tout sauf en produits alimentaires. Comment est-ce que Sa Majesté fait pour garder sa ligne de mannequin, puisque c'est pratiquement le cas, puisque le cliché c'est qu'une fois qu'on est devenu chef, bon, le mois d'après, c'est le ventre, ce sont les jours. Ah bon? Comment Sa Majesté fait pour garder sa ligne? Bon, vous savez, la santé est individuelle. Hein? Donc chacun essaie de tout faire pour avoir une bonne santé, pour être au top, pour être en forme. Alors moi, pour être en forme, pour être toujours, le terme, vous avez dit mannequin, c'est mon sport. Bien m'alimenter et activité physique, telle que le chant, tel que le terrain de football. Voilà, je fais mon sport le mardi, le samedi, le dimanche. Et quand vous êtes sur un terrain de football, Sa Majesté, est-ce que vous avez l'impression que vos adversaires voilà, ne sont pas un peu complaisants, ils ne lèvent pas un peu le pied quand Sa Majesté... Non, mais est-ce qu'il vous gère comme un adversaire ordinaire? Oui, c'est un sport de contact, c'est pas le tennis. C'est un sport de contact. Mais si me laisse, je laisse le début. Ouais. S'il me laisse, je file les buts. Moi, je joue le championnat régional des vétérans.
C'est l'équipe de haut plateau. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs le volet sportif est un des aspects du Tandem Muka. Effectivement, parce qu'on a pu remarquer que vous avez organisé une marche à travers les rues du village et même une compétition de football. Voilà, il n'y a pas seulement la marche. Il y a la marche, il y a l'athlétisme, il y a une commission de football, de handball pour les femmes. Et on sait que Sa Majesté, son goût pour la culture, il l'a déjà évoqué. Mais est-ce que Sa Majesté, dans son répertoire musical, certainement ne compte pas que les musiques traditionnelles du village? Quels sont les artistes que Sa Majesté aime bien avoir au chevet du lit? Quels sont ses goûts musicaux? Oh bon, musique douce, hein. Musique douce. Les slow, les zouk. Bon, par moment j'ai un peu le lombolo. Petit pays. Moi j'ai toujours bien aimé la musique des petits pays qui fait bouger, qui fait... D'aucuns qui vous écoutent diraient tout simplement que l'âge de Sa Majesté le rattrape de temps en temps quand il s'agit de ses goûts musicaux. Voilà, quand il s'agit de faire un peu de l'ambiance, je ne manque pas parce que les notables vont vous le dire par moment, ils disent que je suis plus avec les jeunes qu'avec eux. Bon, ben, on ne doit pas abandonner, il faut galvaniser les jeunes et leur faire comprendre que la culture c'est eux et la culture se fera avec eux. Si on doit transmettre quelque chose sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, c'est à ces jeunes là parce que les notables, les parents ils connaissent déjà. Bon, il faut trouver un canal pour pouvoir transmettre aux jeunes. Voilà pourquoi le canal, voilà pourquoi moi je me donne, je m'ouvre entièrement aux jeunes. Voilà, c'est un peu ça. Merci et bon vent, Sa Majesté. Merci, merci, merci. Normalement, quand tu ouvres le chef au champ comme ça, on prend aussi la houe. Et on l'accompagne, même symboliquement. Quand tu ouvres le chef au champ, on est là pour apprendre. Surtout que c'est une activité que j'ai longtemps pratiquée. Ah bon? Et j'ai accompagné maman au champ toute mon enfance. Non, Majesté. Et Mbelon, je vous ai toujours dit que ma grand-mère venait d'ici et de la famille. John Graville, de Porto-Coutou. John Robinson. Tu sais ce qu'on va dire? On va dire que comme je suis, si c'est comme quand que je suis trop exigeant, on va dire que alors on va y aller, le chef l'a arrêté. C'est très normal. Pas bon sous tomate, non? Oui. Il y en a sous, non? Mais on bute. On bute là. Voilà, on bute. Non, là je suis en patois. Chou, c'est en patois. Vous savez, sacré. Oui, on sacre. Voilà. Dans le sous, ça veut dire. Sacré. Oh, tu peux une petite tomate. C'est ça, non? Oui. Ah, d'accord. C'est un but. Ça marche. Le roi nous fera l'honneur d'être escorté par ses notables jusqu'à la sortie du village. Promesse est faite de revenir en 2019 pour le 4e Tandem Muka. Bien sûr que si, 2019, Tandem Muka, 4e édition, Cameroun Vision y sera bel et bien. Merci pour tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce numéro consacré à Bameka. On pense notamment à Sa Majesté le chef supérieur local, Sa Majesté Jean-Raymond Takoukam. On n'oublie pas au passage Majesty Pasto, artiste, musicien et homme de culture tout simplement. Digne fils de ce village à qui on souhaite prompte guérison parce qu'il a été victime d'un accident de circulation
édition. Pasto, tu nous reviendras forcément pour cette 4e édition. On pense aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté du leur à la réussite de ce numéro spécial consacré à Bameka. Revenez-nous dans un autre numéro très prochainement sur Cameroun Vision pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. François Chiga.